merci pour votre fidélité à notre magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les grandes dames, les femmes au grand F, comme j'ai l'habitude de les appeler, les femmes étoiles, les femmes exceptionnelles, les femmes de la différence, les femmes qui essaient de laisser les traces sur le sable du temps. En d'autres termes, ce sont des femmes qui marquent leur génération. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Il s'agit de Madame Godelive Elisabeth Longi Bandekela. Bonjour. Bonjour. Je ne vais pas massacrer votre nom, madame. Non, pas du tout. Vous êtes une grande dame dans la société. C'est pourquoi notre magazine Femmes en Or vous reçoit aujourd'hui. Merci, c'est gentil à vous. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance et de connaître un peu votre vision. Vision de l'histoire de la femme ou vision des femmes en or? Oui, la vision que vous avez en tant que femme, une femme qui se distingue dans la société. Bon, je me suis toujours dit qu'une femme a de la place. Oui. Parce que déjà dans nos familles, on nous éduque de la même façon, filles et garçons. Et nous suivons le même cursus à l'université. Et je me dis qu'on doit nous donner aussi la chance de montrer de quoi nous sommes capables. Okay. Donc pour moi, être femme, c'est pas une faiblesse, ou bien, comment dire, une opportunité de bénéficier de situations extraordinaire ou exceptionnelle. Une femme, c'est seulement une condition. Un atout que Dieu nous a donné. Ok, très bien. Alors, Madame Godelive Elisabeth Longi Bandekela, j'aimerais savoir qui est Madame Elisabeth Godelive. C'est toujours difficile, hein? C'est toujours difficile de se présenter. Oui, mais essayez quand même, parce que vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Ok. Je suis Godelive Elisabeth Longi, épouse Bokadi Moga. Ok. Voilà. Je suis au cadre de l'administration publique, expert international en gouvernance, et je suis fille de la RDC. C'est tout. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas. Madame Godelive Elisabeth évolue aussi dans la politique en tant que femme politicienne. Non, disons que toute ma vie, j'ai fait de l'aide à la décision, c'est-à-dire que j'ai accompagné les politiciens. Donc je peux dire que j'ai fait aussi la politique toute ma vie, déjà en tant que fonctionnaire et en tant que conseillère, conseillère de beaucoup de politiciens, en tant que membre de TGE stratégique. Donc, j'ai toujours fait de l'aide à la décision pour aider les décideurs à prendre de bonnes décisions. Ça, c'est mon métier de tous les jours. Et j'ai suivi aussi la politique. Vous avez suivi. Aujourd'hui, vous avez dit, il est temps que je prenne quand même le devant et être aussi candidate à la députation nationale. Dans quel parti politique comme ça? D'abord, c'était pas un choix personnel, mais c'est une démarche qui se comprend bien, parce que quand on sort de l'ENA France, c'est une école de gouvernance. Soit on va préparer les lois, soit on va gouverner, ou bien on fait de l'aide à la décision. Et quand on a fait la stratégie de politique publique à Sciences Po Paris, c'est pour plus tard préparer des bonnes politiques publiques. Et où est-ce qu'on le prépare les mieux, si ce n'est qu'à l'Assemblée. Donc c'est une suite logique d'une vie, d'une carrière, que de se présenter aux élections législatives. C'est mon travail de tous les jours, préparer les textes. Alors, pour la petite histoire, comment je me suis retrouvée là, bon, chaque fois on m'en parlait, les amis, mais cette fois-ci ce sont les chefs. Ça va vous étonner, ce sont les chefs de chez moi. Mon père règne sur 12 chefs. Voilà. On parle de chef, vous parlez de roi, vous parlez de quel chef? Ah, c'est une belle question. Je parle de chefs coutumiers. Ok, très bien. Et ma famille règne sur 12 chefs coutumiers. J'étais surprise qu'ils m'appellent pour me parler de leurs ambitions. Avoir leur fille aussi à l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que ils ont remarqué qu'on les oubliait trop et qu'ils pensent que s'il y avait quelqu'un qui parlait pour eux, pour leur territoire, peut-être que les choses seraient différentes. Ben, je ne pouvais que m'incliner et je trouvais cela une providence.
Il y a eu une occasion, tout ça. Oui, je me disais que déjà je suis dans le développement, dans le social, dans le territoire de Katanda, et que cette idée que les chefs me parlent ainsi, c'est qu'ils ont eu à réfléchir longtemps et à voir ce qui ne va pas et comment résoudre leurs propres problèmes. Parce que moi j'y vais pour des problèmes sociaux. Je n'y vais pas pour la politique, mais qui m'abordent pour parler de la politique, je ne pouvais pas les décevoir. Alors, parlant de partis politiques, moi, ma famille est UDPS, de père et de mère. Et mon père a beaucoup travaillé pour l'UDPS, il était chargé de la discipline de l'UDPS. Donc, depuis toujours, il a toujours été UDPS. Mais j'ai choisi les couleurs de APOSEM. Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne, dans le regroupement AAAP, triple AP. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui parle un peu plus à nos populations. Katanda, c'est l'agriculture. Katanda, c'est les paysans. C'est des gens qui ne sont pas sortis de leur bled. C'est des gens qui savent que le développement existe. Il est quelque part parce qu'ils reçoivent des visiteurs. C'est des gens qui tiennent à la terre, qui tiennent aux fruits de la terre, mais qui veulent aussi aller de l'avant. Alors je me suis dit, UDPS, c'est assez... ils connaissent UDPS, ils ont toujours connu UDPS, mais est-ce que dans la diversité, on ne peut pas évoluer et en ayant quand même... en adhérant plutôt à un parti qui parle mieux aux populations locales. C'est comme ça que j'ai adhéré à APOSEM et que je porte les couleurs de l'APOSEM. Et ça fait combien de temps que vous avez adhéré à APOSEM? Oh, ça fait un bon bout de temps. En coulisses d'abord. En coulisses et puis aujourd'hui ouvertement. Alors, Madame Godelive, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez dit que ce sont les chefs qui vous ont choisi pour être la représentante à l'Assemblée nationale. Et vous le serez, hein, parce que là, c'est déjà un acquis. Alors, vous êtes parmi celles ou ceux qui croient au pouvoir ancestral. Au moment où le monde évolue, pourquoi? C'est pas que je crois au pouvoir ancestral. J'ai été surprise par les analyses qui étaient faites. Moi-même, je n'étais pas... je suis allée chez moi, je commençais à aller chez moi, c'est-à-dire à Katanda, à Lukaou, dans la chefferie de chez moi, par curiosité. Parce que je me demandais pourquoi notre père, depuis notre temps d'enfance, nous parlait toujours de chez lui. Nous parlait toujours de chez lui, et il avait toujours une phrase, Lufuntulu, ça veut dire... le sommeil, c'est la mort. Ou bien, la mort, c'est le sommeil. C'est-à-dire que je peux dormir et ne plus me réveiller. Donc, mes enfants doivent savoir d'où nous venons, où est-ce que nous allons. Alors, quand il a commencé à s'intéresser à... Il a été aussi député 2 fois déjà. Quand il a plus investi en Boujima et à Katanda. Quand il a commencé à s'intéresser à ce que nous on appelait la brousse, la forêt, j'étais un peu curieuse vu son âge. Il dit mais pourquoi il y va? Et chaque fois il mobilise les fonds pour y aller. Je suis allée par curiosité et tout de suite je suis tombée amoureuse de chez moi. Très bien. Alors tout le monde était étonné de voir une femme. En fait c'est ça, de voir une femme accompagner son père, de voir une femme s'intéresser à leur situation. C'est comme ça que nous avons évolué ensemble. C'est une autre vie. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Non. Nos sociétés déjà ancestrales étaient bien organisées. Chacun avait un rôle à jouer. Et chaque famille avait un rôle à jouer. Nous avons les familles comme chez nous, ce qu'on appelle les familles d'Entita. C'est comme la Cour suprême. C'est eux qui installent le roi. Très bien. Nous avons des familles qui sont là pour diriger. Nous avons des familles qui sont là pour porter les rois. Avec le Tipoé. Voilà. Nous avons des familles qui sont là rien que pour ça. Donc nos familles étaient déjà très organisées. Et avec le temps, elles ont été désorganisées, nos sociétés. Mais aujourd'hui, on sent comme une reprise de choses en main. Donc ce ne sont pas
des illettrés ou des gens qui ne connaissent pas la politique, mais ce sont des gens qui savent très bien comment s'organise une société. J'ai beaucoup appris avec eux. Ils n'ont pas fait de grandes études, mais ils ont été à l'école de la vie, à l'école de la pouvoir et à l'école de la sagesse. Okay, très bien. Voilà. Donc, dans la coutume, il y a certaines valeurs qu'on doit quand même respecter, c'est ça. On doit garder, sauvegarder, surtout sauvegarder le rang. Aujourd'hui, en ville, bon, c'est la démocratie, tout le monde peut prétendre à quelque chose, tout le monde peut diriger, tout le monde peut donner des ordres, mais dans nos villages, il y avait des gens qui étaient des porte-paroles. Donc ce n'est pas n'importe qui pouvait se tenir devant les gens et parler. Et dans nos villages, on respecte beaucoup le pouvoir. Donc on ne critique pas les chefs. Dans le respect des chefs. On respecte les chefs, on ne le critique pas, mais on essaie de le convaincre. Et on parle, on dialogue. Ça, c'est ce que j'ai trouvé d'extraordinaire. Très bien. Alors, vous avez une critique, hein. Oui, là, ça partout, le chef, le président, la démocratie, c'est la démocratie, liberté d'expression, mais chez nous, ce n'est pas ça. Il y a certaines valeurs qu'on garde. La personne du chef est sacrée. Elle est sacrée, la personne du chef. Alors, vous avez circulé avec votre papa. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer ou déceler? Qu'est-ce que la population des Katanda souffre de quoi? Elle réclame l'eau. L'eau. La première fois que je suis allée à la source, c'est à 3 kilomètres. J'ai fait 6 kilomètres, aller-retour. J'ai vu comment ces populations souffrent à cause de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, ils vivent avec l'eau de la pluie. L'eau de la pluie. Et pendant la saison sèche. Vous vous rendez compte avec l'eau de la pluie. Et pendant la saison sèche, c'est le calvaire. Donc, on commence à vivre avec l'eau de la pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. On a du mal à se laver. Et quand vous êtes malade, il faut demander à quelqu'un d'autre d'aller puiser de l'eau. Vous vous rendez compte, nous sommes en RDC, où on parle de la révolution de la modernité, où on parle de route, on parle de beaucoup de choses. Mais comment on peut trouver encore en RDC des coins, des lieux où il n'y a pas d'eau? Pour ça, je me suis senti moi-même un peu gênée, mais ne vous en faites pas, il ne suffit pas de constater. J'ai entrepris quand même quelques démarches pour voir dans quelle mesure on peut amener de l'eau. Oui, de l'eau seulement. C'est un projet que vous avez. Une fois élu député, vous allez faire... Bon, je ne peux pas attendre d'être élu député parce que eux, ils vont pas attendre cela. J'ai essayé de saisir les fruits. J'ai essayé de saisir aussi le BCECO pour voir dans quelle mesure on peut trouver un appui pour l'adduction d'eau. Bon, moi je suis un peu écolo, j'aime pas tellement les forages, mais si c'est la solution ultime, c'est bien. Mais nous avons tout un projet d'adduction d'eau qui avait déjà été négocié avant les pillages, avec l'ICAID. Mais les pillages sont venus tout chambouler, bouleverser. Et aujourd'hui, on reprend encore ce projet-là pour voir dans quelle mesure on peut nous aider à avoir de l'eau. Là, c'est vraiment l'attente de la population, l'eau d'abord. Parce que l'eau vous permet d'être propre. L'eau éloigne de vous certaines maladies. Parce que j'ai trouvé des enfants avec des gales, toutes les familles avec des gales. Avant, je ne comprenais pas ce que c'est. J'ai amené des produits pour la peau. Et puis, je fais venir un médecin qui nous a dit non, c'est la gale. C'est parce qu'il se lave pas. Ou bien il se lave pas assez. Ça fait mal. C'est normal. C'est la vie, hein. Il faut pas le dire, hein. Oui. C'est là que j'ai compris la valeur de l'eau. Oui. Donc, nous avons essayé déjà à Katanda d'expliquer à la population comment conserver l'eau. Mais ce sont des choses à faire avec beaucoup de prudence. Parce que l'eau ne peut pas stagner, l'eau ne peut pas rester comme ça sans mouvement. Donc, c'est pendant la saison sèche qu'on conçoit des projets de construction et on les met en œuvre. C'est pendant la saison sèche qu'on essaie un peu d'irriguer par-ci par-là. Mais c'est important d'avoir quand même de l'eau potable. Alors, qu'est-ce que Katanda a de particulier? Katanda, c'est la ville du coton. Ok, très bien. Ah oui, peut-être que vous ne le savez pas.
il y a eu beaucoup de champs de coton à Katanda dans le temps. Ok. Nous avons nourri les Belges et les entreprises belges avec le coton. Et aujourd'hui, les grands champs de coton ont été abandonnés. La cotonnière a été abandonnée. Et abandonnée pourquoi? Par manque de moyens, dans l'industrie. Itex Africa fermé. Oui. C'était les champs qui étaient utilisés, enfin le coton qui était utilisé pour l'industrie cotonnière, pour les tissus qu'on fabriquait à l'époque. Vous savez qu'après les pillages, beaucoup d'industries ont fermé. Nous avons même pillé l'outil de production, ce qui fait qu'aujourd'hui on importe un peu plus. Itex Africa est fermé, Sotexki est fermé, Saint-Exki. Vous voyez, c'était des consommateurs du coton qui étaient produits aussi chez nous, à Katanda. À Katanda, nous avons la pierre de Katanda. La pierre de Katanda. La pierre, on l'appelle la pierre. Oui, très bien. Et la pierre de Lukangu. C'est cette pierre qu'utilisait la gécamine pour faire de la chaux. Les maisons de la gécamine étaient peintes en chaux. Et cette chaux-là a été fabriquée avec la pierre qui venait de Katanda. Et à Katanda, nous avons une belle pierre aujourd'hui qui peut nous aider à produire du ciment. Ah, waouh. Voilà. Donc il y a beaucoup de... Donc l'RDC est vraiment riche, hein? Oh, l'RDC est riche de partout. C'est dans le Casse oriental, hein? Nous sommes dans le Casse oriental, de partout. De partout. Mais comment transformer ce potentiel en richesse? C'est là la question aujourd'hui. C'est là la question. Comment transformer le potentiel en richesse pour les populations? À Katanda, qu'est-ce que nous avons? À Lukangu, nous avons ce qu'on appelle le Ndunga. Ndunga, c'est un arbre qui a été beaucoup exploité par le colon à cause de son bois. Et ce sont des champs et des champs de Ndunga. Nous avons les palmiers. Nous avons la banane. Palmier laïs, nous avons la banane. Nous avons même les pistaches. Et nous avons une très bonne terre. Nous sommes principalement des agriculteurs. Vraiment fertile. Ah oui, nous sommes principalement des agriculteurs. Voilà. Donc il y a tout et puis il y a un beau climat. Il faut dormir et se réveiller à Katanda. Bien là. Voilà. Alors, qu'est-ce que Madame Godelive, parce que vous avez dit que non, il n'y a plus rien à démontrer, vous êtes le choix des chefs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de concret pour cette population de Katanda? Aujourd'hui, elle peut se dire, voilà, je vais donner ma voix à Madame Godelive parce que elle a toujours été proche de nous. Katanda, c'est vaste. C'est vaste et tous les secteurs n'ont pas les mêmes problèmes. Quand je parle de l'eau, je vois Lukangu, je vois Bakwa Chine, je vois chez les Bakwa Kanda, je vois chez Shimba. Toujours Katanda. Oui, je vois les Bina Kapouya, les Bina Mwendia. Toute cette partie, il n'y a pas d'eau. Mais quand vous allez du côté de Chitolo, parce que Katanda fait un arc de cercle, une demi-lune. Et à l'intérieur, vous avez Chileni maintenant. Nous traversons Chileni pour aller de part et d'autre de Katanda. Mais Katanda, c'est le deuxième grand territoire du Kasaï oriental. Mais du côté de Chitolo, par exemple, là, ils ont l'eau. Ils ont des mines. Des mines? Ah oui. Ils ont l'eau. Ils ont les ruisseaux qui traversent, les cours d'eau qui traversent. Et c'est facile là-bas de faire les cultures maraîchères. C'est ce que nous expérimentons en ce moment. Parce que vous savez, entre les deux cultures, toutes ces populations de Katanda n'avaient que deux cultures, le maïs et le manioc. Mais entre les deux, c'était la grande période de famine. Alors nous essayons d'expérimenter maintenant les cultures maraîchères qui s'y prêtent bien entre les deux périodes pour essayer d'avoir toujours à manger et faire en sorte que les ménages puissent avoir toujours de l'argent pendant la petite famine causée par la période qui sépare les deux cultures. Parce qu'on ne peut pas planter le maïs à n'importe quel moment, on ne peut pas planter non plus le manioc à n'importe quel moment. Mais entre les deux, il y a un trou noir. Voilà, ce que nous faisons actuellement, c'est former. Nous avons pris des agronomes qui aident la population, surtout du côté de Chitolo, à préparer les champs pour les cultures maraîchères. Comme le font ici à Kinshasa, les mamans qui étaient à Bandol, les mamans qui sont à Djibi, j'aurais bien voulu les amener à Chitolo, pour qu'elles apprennent au moment de Chitolo comment on fait les cultures maraîchères, si c'était possible. Donc il y a des maïs, manioc. Il y a que le maïs et le manioc, il y a l'arachide, et puis il y a la pistache qui n'est pas très consommée. Dans tout ça.
Oui. Mais qu'est-ce qui nous manque maintenant? Alors, parlons du développement, puisque vous êtes aussi dans le développement des Katanga, qu'est-ce que vous prévoyez? À part l'eau, forage, comme vous l'avez dit tantôt. Katanga a les mêmes problèmes que tout le Kasaï oriental. Okay. Nous sommes vraiment enclavés. Nous sommes enclavés de tous les côtés. La seule solution pour amener ce coin à se développer, ou bien pour arrêter la paupérisation de la population, c'est désenclaver Katanga. Okay. C'est-à-dire une route qui va vers le Bumbashi, par exemple, une route qui va jusqu'à Kasumbalesa, une route qui va vers l'Angola. Donc, créer vraiment un vrai corridor de développement. Est-ce que vous savez qu'une seule canette de coca coûte 14 000 francs congolais? 14 000 francs congolais. J'ai essayé de m'informer pourquoi. Mais là, nous sommes en Bujimaï. Nous ne sommes pas Katanga. Pourquoi? Parce que tout vient par avion. Même une aiguille, il faut prendre l'avion. Et ça coûte cher à la population. Vous voyez que si on avait des routes, des bonnes routes, qui permettent des échanges entre populations, Katanga n'allait pas avoir des problèmes qu'il a aujourd'hui. Déjà, Mbujimaï n'allait pas avoir des problèmes. Il est difficile de construire en Mbujimaï. Pourquoi? Parce qu'un sac de ciment coûte $33, 35, et pendant certaines périodes, on va jusqu'à 40 à 50 $. Or, on pouvait éviter cela si on avait des routes. Des routes, de grandes routes, ou bien une seule route de désenclavement, et vous allez voir qu'après, les privés vont construire tout autour de la route. L'État n'est pas obligé de tout construire. Il n'y a aucun supermarché au Kasaï oriental. En Mbujimaï, il n'y a pas de supermarché. Il y a un kiosque, un conteneur, là où tout le monde va se ravitailler. Écoutez, c'est quand même la ville de la Niba. Mais comment mettre fin à cela? Il faut seulement ouvrir la ville. Et quand on ouvre la ville, facilement les investisseurs viennent. Et quand on amène l'électricité, facilement les investisseurs viennent. Le reste, c'est la population, c'est les hommes d'affaires. On ne peut pas tout attendre de l'État. Mais il faudrait quand même que l'État joue son rôle. C'est-à-dire tracer les grandes routes, faciliter les échanges entre provinces, faciliter les échanges entre commerçants déjà. Et là, on n'a pas besoin d'appeler les investisseurs. Ils viendront. Sans problème. Sans problème. Donc, vous êtes la seule candidate députée nationale de Katanga? Ah non. 50 pour un siège. 50 pour un siège. 50 vous n'avez pas peur de la concurrence? Pas du tout. C'était une première expérience. Je me suis battue pour le 3e siège parce que nous avons toujours eu 2 sièges à Katanga. Depuis toujours. Depuis que Katanga existe, il y a toujours eu 2 sièges. Et vu l'étendue du territoire, nous nous sommes rapprochés de la CENI pour savoir comment faire pour avoir un 3e siège. On nous a dit qu'il faut travailler sur l'enrôlement des électeurs. C'est ce que nous avons fait pendant toute la période d'enrôlement, mais notre déception a été quand même grande parce que on nous a même repris l'autre siège que nous avions. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un seul siège pour 50 personnes. Là, il faut vraiment se battre. Alors, Madame Godelive, vous parlez tellement bien qu'on n'a pas envie d'arrêter. On a toujours envie de vous écouter. Alors, on va placer un mot par rapport au processus électoral. Déjà, la CENI a avancé avec les dépôts des candidatures des députés provinciaux, pour ne pas parler des municipaux. Alors, vous êtes à la députation nationale, vous êtes dans l'APOSEM, votre candidature dont vous avez, vous avez été admise comme étant candidate à la députation nationale. Pensez-vous que la CENI sera en mesure d'organiser des élections en décembre 2023 avec cette situation sécuritaire à l'Est? On a dit la même chose pendant le gouvernement 1+4. On s'est posé la question de savoir si la CENI allait organiser des élections. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais encore toute jeune quand on m'a demandé de préparer la première loi électorale. Très bien. Sur le recensement des Congolais en âge de voter. Et il y avait ce même débat. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a un débat sur est-ce que... Mais je pense que si on lui fait confiance, la CENI peut organiser ces élections, et si on lui donne des moyens aussi, c'est important de donner les moyens. De moyens, c'est bien, mais par rapport aux conditions,
par rapport à la situation sécuritaire, il n'y a pas longtemps qu'on a assisté à l'évaluation, à la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges, qui n'a pas donné des bonnes résolutions pour certaines personnes. Vous êtes à Katanda, mais rien n'empêche que vous jetez un regard sur la situation de l'Est. Pensez-vous qu'en cas des élections sont ces deux provinces, le Nord Kivu et l'Itouaré? Le problème des élections à l'Est est vraiment abyssal. Okay. L'essentiel ici est de savoir ce qu'en pensent les populations de l'Est. Est-ce qu'aller voter représente une sécurité pour eux ou bien rester à la maison? Est-ce que le regroupement des populations au lieu de vote représente une sécurité? Il y a aussi cela. Nous parlons de la sécurité. Nous ne parlons pas du droit civique. Est-ce que ces populations n'ont pas droit au vote? Ils n'ont pas droit de voter leurs représentants. Nous disons oui. Mais aujourd'hui, on doit voir le deux et trouver le juste milieu, ce qui convient le mieux aux populations. Je parle bien des populations, je ne parle pas des représentants. Parce que la plupart du temps, les représentants sont loin des populations. C'est pourquoi, à un moment donné, ça marche pas très bien. Les populations revendiquent, les représentants ont d'autres agendas et il y a toujours des problèmes. Qu'en pensent les populations? Là, c'est la plus grande question. Oui. Chez moi, à Katanda aussi, il y a eu des tueries, il y a eu des problèmes entre deux communautés. J'aurais bien voulu qu'on parle aussi de cela. Peut-être parce qu'il n'y a pas de content. Qu'on parle moins de la pauvreté à Katanda, des tueries à Katanda. Peut-être, je ne sais pas. Non, l'Est domine un peu, hein. Bon, l'Est domine parce que l'Est attire aussi. Je suis très sensible au problème de l'Est. Et je suis de tout cœur avec les populations de l'Est. Je les comprends mieux. Parce que chez moi aussi, nous vivons de tueries et vous ne pouvez pas comprendre comment ça touche à votre chair, toutes ces choses-là. Peut-être loin, on peut se dire que oui, on parle de tueries et tout, mais nous regardons aussi tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi et pourquoi quel intérêt? Jusqu'à présent, et ça fait des années que ça dure, ça fait des années que nous sommes dans cette situation. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas arrêter? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas être humain? Pour se dire que tout le monde a droit à la vie. Madame Godelive, on va parler cette fois-ci de la représentativité féminine, parce que c'est une émission qui donne la parole aux femmes. Alors, la CENI a publié les listes recevables et irrécevables, et sur les 100%, les femmes sont représentées à 17%. Alors, je me demande, est-ce que ça servit à quelque chose, la lutte de la femme? Est-ce que la femme évolue? Bon, je peux dire que, je parle en solo, que la lutte de la femme s'est faite, ou bien le mouvement d'émancipation de la femme s'est fait au mauvais endroit et au mauvais moment. Expliquez-vous. Aujourd'hui, on se demande si on évolue ou on recule. Aujourd'hui, la situation est assez complexe, la situation de la femme. On applaudit quand on nomme une femme. On se dit, waouh, c'est la parité. Mais quand on fait le décompte, on se rend compte que c'est rien. C'est rien du tout. Et quand on applaudit, ça dépend de quel côté on se retrouve. Quand on se trouve du côté de ceux qui sont nommés, ah oui, félicitations, bien, la parité et tout. Mais quand on se retrouve de l'autre côté, de la majorité des femmes, on est un peu triste de voir que, alors que le chef de l'État a donné le mot d'ordre, et qui donne l'exemple de nommer, parce qu'il les nomme, les femmes, mais ceux qui doivent préparer les dossiers des femmes prennent encore les pas. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui nous choisissent jusque-là. Ce sont les femmes, les hommes qui choisissent. Ah oui, ce sont les hommes qui choisissent les femmes. Ce sont les hommes qui inscrivent les femmes sur les listes électorales. Pourquoi pas créer son propre parti politique? Non, mais parce que les hommes sont déjà là. Nous les avons trouvés. Et ils sont là. Et ils s'imposent. Vous voyez, s'il faut attendre qu'un homme te désigne, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un homme te désigne? Déjà, au niveau de la vie de tous les jours. Moi, je vois ça dans l'administration. La femme n'est pas valorisée. Le travail de la femme n'est pas valorisé. Ce sont les femmes qui travaillent. Mais on parlera plus d'un homme pour un petit travail, mais on parlera très peu d'une femme
pour un grand travail qu'elle a abattu. Oui, exact. Nous parlons très peu de femmes et de travail que font les femmes. Tout à l'heure, vous étiez étonné d'apprendre que c'est une femme qui a préparé la première loi électorale. Mais on n'en parle pas. Si c'était un homme, ça allait passer à la radio, à la télé, partout. Vous comprenez? Donc on ne valorise pas les femmes. À partir de ce moment-là, non. Déjà, pour entendre la voix de la femme, il faut la valoriser. Et il faut choisir les bonnes femmes. Aujourd'hui, les hommes savent que les femmes revendiquent leurs droits. Mais comme ils ne veulent toujours pas des femmes, maintenant nous sommes dans la sous-traitance, attention. C'est-à-dire que quand on ne veut pas d'une femme à compétence égale, on va sortir quand même une femme du chapeau. Pour dire que nous, on est avec les femmes. Or, ce n'est pas ça. Moi, j'appelle ça de la sous-traitance. Quand on veut faire du mal aux femmes, on utilise les femmes. C'est comme qui dirait l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Non, mais aujourd'hui, les hommes ont compris. Ils utilisent les femmes contre les femmes. On a vu quand vous dites qu'on n'a pas nommé assez candidate à la présidentielle, mais n'a pas reçu beaucoup d'appui de vous, femmes politiques. Non, je ne parle pas de ça, mais est-ce qu'elle a convaincu la femme politique? Pourquoi? Là, c'est autre chose. Au nom de la Moi, je parle de donner la voix à Madame Marie Foucault, parce que nous militons. Le problème ici, c'est pas de donner la voix à une femme. Mais c'est donner la voix à une femme qui vous a convaincu. Au même titre que l'homme pouvait vous convaincre. Vous voyez la nuance? On ne peut pas donner à une femme une voix parce qu'elle est femme. On ne peut pas nommer une femme dans un poste parce qu'elle est une femme. Non. Est-ce que c'est une femme qui mérite ce poste? Mais il y a aussi des hommes qui ne méritent pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne méritent pas. La compétence, c'est seulement la femme qu'on voit. Non, le problème est qu'on juge durement la femme. Et pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui sont là. Les hommes sont là et c'est eux qui décident de où est-ce qu'on va mettre la femme. Sur les listes électorales, je sais qu'il y a une plateforme de femmes qui, il y a quelques années, avait travaillé sur les listes. Bon, c'était les listes zébrées. Vous avez entendu parler des nouveaux zébrés. Mais ce n'est pas passé. Pourquoi? Parce que les hommes étaient aussi là en train de parler. Peut-être que nous pouvons aussi introduire une discrimination positive. C'est-à-dire qu'avoir un quota de femmes à l'Assemblée, un quota de femmes dans le gouvernement, un quota de femmes dans la haute administration publique. Suivi des sanctions. Évidemment, si c'est pas respecté, alors non, ça passe pas. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on sait que tel poste sont réservés aux femmes, on peut créer une sorte de compétition entre les femmes. Quelle est la femme qui occupera ce poste-là avec les femmes? Mais quand vous introduisez la dimension homme, les hommes ont toujours ce qu'il faut dire pour casser une femme. Vous comprenez? Alors, une fois, quelqu'un m'a demandé, madame, pourquoi vous avez fait toutes ces études universitaires? C'est parce que je me suis dit, il faut affronter les hommes sur leur propre terrain. Beaucoup il faut affronter les hommes sur leur propre terrain. Parce qu'ils vous disent que les femmes, elles n'ont pas tel diplôme, elles n'ont pas ceci, elles n'ont pas telle compétence. Vous avez déjà tombé des diplômes là? Je sais pas, mais c'était pas pour avoir des diplômes, c'était pour avoir les compétences. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes, mais on n'en parle pas. Parce qu'on ne valorise pas la femme. À partir du moment où on va commencer à valoriser la femme... C'est pas elle-même qui ne se valorise pas la femme, elle est toujours dans la bassesse. Non, je ne pense pas qu'elle est dans la bassesse. Je pense qu'elle est plutôt dans la distraction. Dans la distraction, pourquoi? Aujourd'hui, on parle de femmes leaders. Et moi, je ne les vois pas. On parle de femmes d'influence. Mais quand je vois les visages qu'on présente, je me demande, elles ont influencé quoi? Les femmes leaders, je ne sais pas. Quand on dit leader, c'est-à-dire que tu draines. Je ne vois pas qui elles ont drainé et comment. Mais je connais des femmes qui travaillent dans l'ombre. Les femmes qui sont dans le fonctionnement de ce pays. Mais qu'on ne voit pas. Des allemands parallèles. Il y en a mais beaucoup. Elles doivent sortir, mais non, sortir pour se faire connaître, se faire valoir. Qui vous sort? Elle-même. Qui vous sort de ce panier? C'est moi les hommes. Ah non, ce sont les femmes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Alors, et quand nous allons arriver à mettre beaucoup de femmes au niveau des postes de décision, les femmes vont commencer à choisir les hommes. Elles vont commencer à choisir les hommes et elles vont commencer à choisir aussi les femmes.
Si nous arrivons à ce niveau-là, peut-être que là, on pourra aider utilement le chef de l'État à mettre en œuvre sa politique envers les femmes. Il vient bien travailler avec les femmes, on le sent. Mais quelle femme? Il y a tellement quand même des gens qui étouffent cela. Il faut renverser la pyramide, c'est ça. Comment renverser la pyramide? C'est affronter les hommes sur leur propre terrain. Rester professionnel dans tout ce que nous faisons et rester compétente. C'est le seul moyen de pouvoir affronter les hommes. Parce que les hommes aussi tiennent à leur poste, à leur statut. Donc ce ne sera pas facile. Et si les femmes se serraient le coude, si les femmes pouvaient identifier d'autres femmes compétentes, là, ça peut aussi aider beaucoup de choses. Or, la femme n'aime pas beaucoup la compétition dans le milieu des femmes déjà. Donc, nous avons du mal à nous accepter. Et nous avons du mal à présenter, quand on cherche une candidature de femme, à présenter une femme compétente. Non, on n'aime pas trop parce qu'on veut briller seul. Un homme qui voilà, on peut faire un homme à une femme. Voilà, c'est ça. Mais les choses sont en train de changer. Parce que quand je vois certaines de mes aînées, ou bien certaines de nos mamans comme maman Zou Jambombo, je me pose toujours la question de savoir comment elle a fait. Quand je pense à maman Pakassa, je me dis, mais cette femme a été forte, mais on ne parle pas d'elle. Quand vous allez dans le parti politique Palou, on vous parlera pas de maman Pakassa. Parler de femmes, alors qu'elle a géré ses partis dans des conditions assez difficiles. De Madame Eve Bazaïba. Quand je vois Madame Eve Bazaïba, que j'admire beaucoup, je me dis, les femmes ont su quand même se maintenir à un certain niveau. Donc il y a des femmes comme ça, il y a aussi d'autres femmes qui sont dans l'ombre. Quand je vois par exemple Madame Massia Lakaza, on ne la connaît pas, mais c'est une femme qui est très respectée dans le milieu de la justice. Quand je vois des femmes comme Marceline Chitoko, vous avez entendu parler du procès de Damso. Mais ça c'est le procès du siècle qui a révolutionné la justice. Mais on ne parle pas d'elle. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont influencé beaucoup de choses dans ce pays, beaucoup de femmes qui ont beaucoup travaillé pour ce pays, mais dont on parle très peu, dont le travail n'est pas valorisé. Il faut toujours en parler dans vos organisations, dans vos structures, valoriser la femme. C'est une manière aussi de nous faire valoir. Bon, entre nous, il faut qu'on nous prête le micro pour parler de la femme. Mais nous sommes là pour ça, Madame Godelive, Elisabeth. C'est pourquoi je vous félicite. Les mondes au masculin, il faut se battre. Je ne sais pas comment vous m'avez trouvé, mais j'étais bien cachée dans mon administration. Aujourd'hui, on parle de... Non. Alors, Madame Godelive, vous allez donner votre conclusion. Je rêve d'un Congo meilleur. Parce que si tout marche bien pour le Congo, tout marchera bien pour ma province de Kassai oriental et tout marchera mieux pour mon territoire Katanga. J'ai l'ambition vraiment de mener une lutte sans pitié, je voulais dire, pour qu'on puisse rétablir la caisse de péréquation. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait des provinces très très riches comme la province de Lualaba et qu'il y ait des provinces très très pauvres comme le Kassai oriental. On devait arriver à un moment donné à équilibrer les richesses et à faire en sorte que tout le monde profite des richesses de la RDC. D'ailleurs, je pense que c'était la politique du colonisateur. La ligne Inga-Shaba, elle est partie du Congo central, le Bas-Congo aujourd'hui. S'il n'y avait pas Ingo Bas-Congo, on n'aurait jamais eu la Gécamine. Les mutilés de l'Équateur, c'était pourquoi? Pour le cacao, pour le café, pour le caoutchouc. Et tout cet argent a servi à quoi? À la Gécamine. Le diamant du Kassai oriental, il a servi à quoi? Déjà à soutenir la guerre à l'Est. Et il a servi à ressusciter la Gécamine. Vous voyez que si nous revenons à cette logique, le Congo se portera bien. Si tout le monde mettait sa main à la pâte et s'il y avait une vraie solidarité entre populations, entre peuples. Merci beaucoup, Madame Godelive, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. C'était un plaisir pour moi de vous écouter, et d'enrichir un peu ma connaissance. Merci.
Madame, Messieurs, je recevais pour vous Madame Godelive Elisabeth Bandekila, c'est ça, j'ai pas massacré votre nom. Elle est une femme à plusieurs casquettes, actuellement elle évolue dans le parti APOSEM, elle est politicienne, elle est aussi candidate à la députation nationale, elle prend beaucoup plus sur le développement de Katanda, c'est ça, des Katanda. Développement intégré. Intégral des Katanda, voilà, c'est un territoire situé dans le Kasaï oriental, c'est ça. C'est une femme militante, une femme vraiment battante. Vous l'avez suivie et j'espère que vous avez pu retenir quelque chose d'elle. Elle a beaucoup de diplômes. Elle a beaucoup étudié pour concurrencer l'homme. Voilà un exemple à suivre. Voilà une femme en or. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Je dis merci à toi, Freddy Vuzantoko. Je dis merci à Naomi Mukongo. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.